Alors, en quelques mots, que représente aujourd'hui ce 14e forum régional sur les politiques éducatives? Le Forum panafricain sur les politiques éducatives qu'organise ANCEFA chaque année est un rendez-vous de la société civile africaine qui se réunit pour débattre des politiques éducatives en Afrique, les progrès réalisés, les défis rencontrés, mais aussi partager les expériences de la société civile en termes de plaidoyer et d'influence des politiques, en termes de mise en œuvre de programmes sur le terrain et apprendre les uns des autres et faire le point, planifier pour l'année qui suit. Et souvent, nous avons nos coalitions nationales, mais aussi les ONG partenaires, les jeunes, qui sont un maillon très important de notre travail sur le terrain. Donc c'est ensemble que nous discutons, nous débattons et nous planifions. Nous allons certainement revenir sur ce forum-là avec notamment la thématique, la société civile avant-gardiste dans la transformation de l'éducation en Afrique. Mais on va rester sur ANCEFA que vous coordonnez au niveau africain. Alors pour nos auditeurs, que représente l'ANCEFA? Quand ce réseau a été créé et pourquoi? ANCEFA, de son acronyme anglais, c'est le réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous. Il a été mis en place juste après le forum de Dakar en l'an 2000, quand on s'est rendu compte que la société civile n'avait pas une voix unifiée sur les questions éducatives. Donc les ONG qui étaient présentes se sont mises ensemble pour créer ce réseau africain par des Africains et pour des Africains sur la question éducative en Afrique. Et ANCEFA s'est donné comme responsabilité de renforcer les capacités de la société civile, à porter le plaidoyer et à faire les campagnes pour l'éducation pour tous. Et nous visons une Afrique où tous les enfants, tous les adultes ont droit à l'éducation sans aucun obstacle et sans discrimination. Alors, dans combien de pays l'ANCEFA est-elle présente et comment fonctionne la coordination régionale que vous dirigez? ANCEFA est présent dans 38 pays actuellement à travers l'Afrique et ses membres sont des coalitions nationales pour l'éducation. J'explique un peu. Oui. Les coalitions elles-mêmes sont de larges plateformes qui regroupent en leur sein des organisations de parents d'élèves, des organisations d'enseignants, des ONG locales et internationales, des associations à la base. Toutes ces organisations-là qui s'intéressent à la mise en œuvre du droit à l'éducation. Donc ce sont nos membres. Et elles sont présentes dans 38 pays. Au niveau régional maintenant, cette équipe est coordonnée par la coordination que je dirais. C'est une petite équipe du secrétariat qui sert les réseaux, puisque l'action est mise en œuvre vraiment sur le terrain à travers les coalitions nationales qui sont dans l'influence politique et nous agissons au niveau régional. Mais au-dessus de ce secrétariat régional, il y a un conseil d'administration élu qui est actuellement présidé par M. Paul Nielou, président de la coalition de Côte d'Ivoire, qui est le président du conseil d'administration. Oui. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission éducative Univers scolaire sur Radio Sénégal International. Et nous sommes avec la coordonnatrice régionale du réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous, Madame Solange Akpo. Nous avons parlé des missions de l'ANCEFA. Nous allons maintenant parler des réalisations. Concrètement, quelles sont les principales réalisations que vous avez eu à mener ou à faire ces dernières années? Je voudrais commencer par la réalisation dont on est le plus fier, c'est la mise en place des coalitions nationales. En 2000, quand ANCEFA naissait, il y avait 19 coalitions nationales en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes 38. Ça veut dire que ANCEFA a contribué à organiser la société civile dans 19 autres pays. Et aujourd'hui, ces coalitions nationales ont été renforcées et représentent des interlocuteurs crédibles, des partenaires clés du système éducatif. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Aujourd'hui, si on prend le cas du Sénégal, on ne peut pas parler d'éducation, de questions importantes sans que la COSIDEP ne soit impliquée. Quand il y a un problème, un souci à n'importe quel moment, on se retourne vers la COSIDEP pour demander qu'est-ce que la COSIDEP pense de ça, quelle est la contribution. Et nos coalitions nationales siègent dans les groupes locaux des partenaires de l'éducation, où elles contribuent à l'élaboration des politiques ou à la mise en œuvre des réformes,
où elles sont force de proposition. Donc ça, c'est la réalisation dont on est le plus fier. Oui, au-delà de la mise en place des coalitions nationales, quel autre résultat ou impact on peut noter de l'ANCEFA? La contribution à l'élaboration des politiques au niveau régional. Actuellement, nous sommes en train de parler de la nouvelle CESA. ANCEFA a participé à l'élaboration de la nouvelle stratégie continentale pour l'éducation pour l'Afrique. Et nous sommes listés comme un partenaire de l'Union africaine, notamment le département éducation, sciences, technologies et innovation. Vous avez dû voir tout à l'heure que l'Union africaine était représentée pour expliquer cette CESA à nos membres. Nous sommes partenaires de l'UNESCO pour le suivi de l'ODD 4. Donc je pense que ce rayonnement est à notre crédit. Et si je peux continuer, nous sommes aussi membres de l'initiative des Nations Unies pour l'éducation de la jeune fille. Notre voix compte quand il s'agit de discuter de l'éducation de la jeune fille et d'orienter les actions et les stratégies. Au Sénégal, on va contextualiser, puisque nous sommes au Sénégal. Aujourd'hui, certes, il y a la mise en place de la coalition comme la COSIDEP, mais s'il y a aujourd'hui des obstacles à franchir, que seraient ces obstacles-là? Dans le domaine de l'éducation, il y en a tellement. Il y en a tellement parce que c'est un domaine cardinal pour le développement de l'individu. Et dans nos pays, nous avons une jeunesse une jeunesse importante. Les populations jeunes ont besoin de formation, ont besoin de compétences. Il y a des jeunes qui sortent du système scolaire sans avoir un métier, sans pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Malheureusement. Donc les compétences, comment faire en sorte de doter ces jeunes de compétences, ça c'est une question clé. L'éducation de la jeune fille, pour moi c'est une question qui me tient à cœur. Comment faire en sorte que dans nos familles, dans les écoles, les filles aient les mêmes opportunités d'apprendre que les garçons. Parce que on dit que pour s'inscrire à l'école, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Mais dans le parcours, la fille n'a pas la même expérience que le garçon dans le système scolaire. Elle fait face à des obstacles qui font qu'à un certain moment, elle quitte le système scolaire. Par exemple, quel genre d'obstacles? Il y a les violences basées sur le genre dans le système éducatif. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Les violences basées sur le genre. Il y a les techniques pédagogiques qui ne sont pas équitables. Si je prends le cas des sciences et des mathématiques, vous croyez vraiment que les filles n'ont pas de capacité? Bien sûr, elles en ont. Mais nous venons dans le système scolaire avec nos biais. Et ces biais font que nous persévérons dans les discriminations. La façon dont même on interroge les enfants, la façon dont on enseigne, qui fait que quelquefois, on donne confiance à certains et pas à d'autres. Il y a des stéréotypes. Il y a des stéréotypes qui commencent même dans les manuels scolaires. De plus en plus, les gouvernements s'investissent pour éliminer tous ces stéréotypes des manuels scolaires. Mais est-ce qu'on y est? Est-ce que les enseignants sont formés à prendre en charge les filles et les garçons en valorisant tout ce qu'ils apportent dans le système? C'est toutes ces questions-là qui, pour moi, posent problème. Et en plus, le financement de l'éducation. Le financement. Dans nos écoles, si on a des toilettes séparées, si on a l'eau courante, si on a l'électricité, on est heureux. Parce que ce n'est pas toutes les écoles qui sont dotées de ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Et quand il y a encore des toilettes séparées, est-ce que ces toilettes sont fréquentables? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on ne pose pas souvent. Oui. Les enfants vont à l'école, ils n'osent pas utiliser les toilettes de l'école parce qu'elles sont dans un état déplorable. Ça existe? Bien sûr. Bien sûr. Et la fille a des besoins qui sont différents des besoins des garçons. Des garçons. Oui. Qu'il faut gérer. Et justement, quel est le rôle que vous jouez dans ce sens-là, vous, en tant que société civile africaine? On sensibilise. On sensibilise. On attire l'attention des décideurs sur ces points-là qui manquent. Et on fait aussi en sorte
qu'à travers nos programmes, même mis en œuvre à petite échelle, on montre qu'il y a des mécanismes qui marchent, il y a des outils qui marchent, il y a des exemples dont il faut apprendre et qu'il faut s'approprier pour que ça devienne national. Parce que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne pouvons agir qu'à petite échelle. C'est l'État qui a la responsabilité d'agir à l'échelle nationale. Donc, la mise en œuvre de ces programmes permet de montrer qu'il y a tel modèle qui peut être mis en œuvre au niveau national. La question des enfants handicapés, on parle des filles, mais une fille handicapée, c'est encore plus de discrimination. Nous savons que déjà dans les familles, il faut les sensibiliser pour qu'ils amènent leurs enfants à l'école. Et ça, c'est le rôle de la société civile. Sensibiliser les parents, leur faire comprendre que l'éducation est un droit. C'est pas parce qu'un enfant est handicapé qu'il n'a plus droit à l'éducation. Et aussi au niveau de l'État, c'est pas parce qu'un enfant est handicapé qu'il faut le laisser de côté. Parce que très souvent, les programmes en faveur des enfants handicapés sont financés par les partenaires. Pourquoi cela? Est-ce que eux, ils sont des enfants différents des autres? Donc tous les enfants ont les mêmes droits à l'éducation. Il faut dire quand même qu'au Sénégal, il y a un projet important dans ce sens-là, c'est le projet Faire l'école. Faire l'école. Oui, avec l'inclusion. C'est vraiment un projet qui porte des fruits aujourd'hui. C'est ça. Quand nous démontrons qu'il y a quelque chose qui marche et que l'État prend à son compte, ou quand l'État investit, c'est ce que nous souhaitons en réalité. Nous accompagnons l'État pour qu'il assume ses responsabilités, parce que c'est lui qui a la responsabilité régalienne et souveraine de faire en sorte que tous ces enfants, quand je dis enfants, je ne veux pas me limiter aux enfants, parce que l'ODD 4, c'est plus que les enfants, c'est aussi les jeunes, c'est aussi les adultes. Que tous aient accès à une éducation de qualité, à une formation de qualité. Très bien. Je le disais à l'entame de mon propos qu'on allait revenir sur le forum que vous tenez ici à Dakar, le 14e du genre, la société civile à l'avant-garde de la transformation éducative, actualiser, ajuster, repenser le plaidoyer pour l'ODD 4, vous l'avez dit. Dites-moi, pourquoi ce thème est-il particulièrement pertinent pour l'Afrique? Nous avons besoin d'une éducation totalement transformée. Nous ne pouvons pas continuer à former des diplômés qui ne peuvent pas être utiles dans leur communauté. Nous avons des chercheurs qui cherchent, mais ça ne contribue pas à l'innovation. Parfois, ils ne trouvent pas. Parfois, ils ne trouvent pas. Quels sont les moyens aussi qu'on leur donne pour trouver? Est-ce que les laboratoires sont équipés? Donc, il faut qu'on repense l'éducation totalement. Il faut qu'on la transforme. Qu'on la décolonise aussi, parce qu'il y a de ça aussi. Comment on fait en sorte que le citoyen africain soit décomplexé, qu'il prenne totalement sa place dans le concert des nations. Et ça, c'est des questions que l'éducation doit régler. On croit que l'éducation n'est pas neutre, en fait. Ce n'est pas une question neutre. C'est une question qui est pleine d'idéologie. Quelle est l'idéologie qu'il y a? Quel est le profil type du citoyen qu'on veut sortir de nos systèmes éducatifs? Il faut qu'on pense ça. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes à la croisée des chemins. Les financements se raréfient, le paysage se complexifie. Comment nous allons travailler ensemble? Parce que si chacun continue à faire sa petite sauce dans son coin, on ne va pas s'en sortir, les financements ne seront pas disponibles. Il faut une synergie d'action. Il faut une synergie d'action. Ce n'est que comme ça que nous pouvons peser dans le débat politique, peser dans l'élaboration des réformes et dans leur mise en œuvre. Il faut qu'on travaille ensemble. Et vous croyez que la société civile africaine sera ce moteur-là qui va transformer l'éducation? Je pense que ça, c'est l'une des richesses de ANCEFA, c'est que nous sommes dans un creuset où déjà nous avons des processus communs, nous apprenons les uns des autres. Et ça, c'est installé depuis. Donc, c'est une dynamique que nous avons et que nous voulons maintenir. Actuellement, au moment où je parle, le Burkina Faso est en visite d'échange auprès du Sénégal. Donc, la coalition du Burkina auprès de la coalition
COSIDEP. Ouais. Il y a une autre coalition qui va aller visiter pour apprendre, pour voir comment vous faites, par exemple, le suivi budgétaire, comment vous faites le suivi de l'action citoyenne, comment vous engagez vos parlementaires, comment vous arrivez, par exemple, dans le cas du Togo, comment vous êtes arrivé à faire adopter la politique de l'éducation inclusive. Oui. On apprend. Et c'est ça qui nous renforce, c'est le fait d'apprendre, d'être dans un creuset où on travaille ensemble, où on met en commun nos efforts. Vous faites du benchmarking. Oui, il le faut totalement. Il le faut totalement et c'est ça qui nous permet d'avancer ensemble et c'est pour ça que ce rendez-vous annuel, nous y tenons. Oui. Ouais. Oui, mais donc, après ce rendez-vous annuel, dites-nous quelles sont les priorités futures de l'ANCFA? Les priorités, c'est la question du financement, ça reste une priorité constante. Parce que nos États ne sont pas en train de financer l'éducation à la hauteur du minimum qui est requis. 6% du PIB et 20% des budgets nationaux. Dans certains pays, ils le font. Mais, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le cas du Burkina, ça ne se traduit pas en amélioration des apprentissages. Comment faire en sorte que la dépense éducative soit efficace aussi? Et ça, c'est la société civile qui doit mettre un peu de pression pour que l'argent aille là où on en a le plus besoin. Donc le financement de l'éducation va rester une de nos priorités. La plupart de nos pays sont en conflit actuellement. Il y a l'éducation en situation d'urgence. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que parce qu'un pays entre en conflit ou en crise, que l'éducation doit attendre la fin du conflit? Et qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, en RDC, le conflit dure depuis des années? Comment prendre en charge ces questions? Financer ces questions? La question de l'enseignant. Au niveau de l'UNESCO, on nous dit que l'Afrique subsaharienne manque de 15 millions d'enseignants qualifiés. Comment on peut espérer avoir la qualité de l'éducation sans les enseignants? C'est inquiétant. C'est inquiétant. 15 millions. 15 millions d'enseignants au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et recruter des enseignants, ça nécessite d'avoir un budget. Oui. Où trouver les ressources? On parle encore des abris provisoires. On parle encore des abris provisoires en termes d'infrastructures. J'ai parlé de les abris provisoires, c'est un fait, mais même quand on s'est construit, il n'y a pas quelquefois il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas les commodités. Et comment on assure ça sans financement? C'est pour ça que la question du financement et le financement national va rester une priorité. Et pour ça, ça doit passer par les questions de fiscalité. Comment on mobilise plus de ressources dans nos pays pour pouvoir financer l'éducation. Et quand il s'agit de mobiliser des ressources, on ne dit pas d'aller taper toujours ceux qui payent. Mais il y a aussi les grosses compagnies qui sont dans nos pays, qui exploitent les ressources, mais qui ne payent pas. Comment faire en sorte qu'elles payent ce qu'elles doivent? Et je pense que la COSIDEP a eu une expérience dont on va apprendre sur la justice fiscale et la participation aux sessions de négociation de la nouvelle convention des Nations Unies sur la fiscalité, qui peut-être va changer la donne. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on appuie ce processus, parce que les pays africains demandent qu'il y ait une nouvelle convention pour permettre à ce que les compagnies puissent payer les impôts là où ils font les profits. Et je pense que ça peut transformer la façon dont nous mobilisons les ressources dans nos pays. Et ce financement-là pourra aussi financer l'éducation. Oui, je veux parler de l'alimentation scolaire également. Oui, ça c'est un intrant clé. Dans nos pays où il y a la pauvreté, où certains élèves vont à l'école sans avoir mangé, l'alimentation scolaire représente un intrant clé pour que les enfants puissent apprendre en toute quiétude. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. On ne peut pas aller s'asseoir en classe sans avoir mangé et sans espérer avoir un repas chaud dans la journée.